Bonjour, je m'appelle Lifou Messika, je dirige depuis 25 ans un théâtre qui s'appelle le Théâtre Les Déchargeurs. C'est un petit théâtre qui a été créé par une bande de copains qui avaient un rêve, c'était faire du théâtre. Alors avant d'en arriver là, je pense que secrètement il y a toujours eu en moi une petite flamme pour le théâtre parce que j'imaginais toujours la notion de rideau rouge. Alors ça fait un petit peu cliché mais c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Mais j'avais toujours l'impression que ce n'était pas quelque chose qui serait possible, que ça resterait toujours du domaine du rêve. Et puis finalement, au fil de la vie, de mes études, de mes rencontres, petit à petit, inévitablement, ça s'est retrouvé complètement absorbé par le théâtre. Ça a commencé par la sociologie. Enfin, je ne savais pas trop quoi faire, donc j'ai commencé par faire un DUG pluridisciplinaire où il y avait communication et sciences humaines. Et en fait, non. Avant, j'ai commencé par batailler avec mon père qui ne voulait pas que je fasse de la sociologie, parce que pour lui, c'était pas un métier. Enfin, aller à la fac, c'était pas un métier. Et moi, pourtant, c'était ce qui m'intéressait, donc j'ai passé un deal avec lui. Le deal, c'était je fais une école de commerce, mais après, tu me laisses faire ce que je veux que j'ai ou que j'ai pas mon diplôme. Donc, je me suis inscrite dans un BTS d'action commerciale. Et en fait, j'ai trouvé un BTS qui se faisait en un an. Il n'y avait pas de vacances, mais bon, j'ai accepté le deal, pas de vacances. Quand on sort du lycée, ça fait un peu bizarre de ne pas avoir de vacances, mais voilà, c'était le deal. De ce BTS, la seule chose que j'ai vraiment adoré, c'était le marketing direct, tout ce qui était communication. Tout le reste, c'était pas mon fort. Je n'ai pas eu mon BTS, mais par contre, j'ai pu aller à l'université et du coup, là, j'ai pu faire un DUG très très large dans lequel il y avait de la philosophie, de la linguistique, de la psychologie et de la sociologie. Et puis, de fil en aiguille, sociologie, rencontre avec d'autres étudiants, une prof qui était vraiment super intéressante, qui aimait la musique et l'art en général. Donc on a commencé à constituer un groupe de recherche en sociologie de la culture, ce qui n'existait pas en termes de terrain. Il y avait du vigno, il y avait des choses théoriques, mais pas sociologie de terrain. Donc c'était vraiment un mini-groupe, un mini-laboratoire. Et on est parti en Avignon avec notre sac à dos, nos petits moyens d'étudiants. Et on a commencé à faire une étude sur le Festival d'Avignon pour voir si le théâtre avait toujours cette notion de théâtre populaire que voulait Jean Vilar. C'était une super expérience. On est rentré, on a réussi à trouver un éditeur, etc. On a recommencé ça l'année suivante. Et voilà, j'ai été embringuée dans le théâtre, dans le Festival d'Avignon pour commencer. Et puis, en parallèle, la rencontre avec les déchargeurs. Le fondateur du théâtre qui était Vicky Messika. Évidemment, j'en étais tombée amoureuse. Parce qu'il avait une voix magnifique, parce qu'il disait de la poésie magnifiquement. Et puis, l'histoire de ce théâtre était assez fantastique, parce que c'était une ancienne mûrisserie de fromage, de bananes aussi, au moment où les Halles ont déménagé à Rungis. Et voilà, c'était une histoire extraordinaire, c'était une vie où il faisait du théâtre, il parlait poésie, il refaisait le monde. Et quand on est jeune et qu'on a envie de rêver encore, parce que c'est vrai qu'après, dans la réalité, c'est un peu moins simple. Ce qui a aussi entretenu la petite flamme du théâtre, c'est à l'école en fait, c'est l'éducation artistique. Donc moi, je suis à fond pour l'éducation artistique parce que, par exemple, c'est quelque chose qui a toujours émaillé mon parcours scolaire et qui m'a permis d'aller au théâtre. La pièce dont je me souviens... Alors non, quand j'étais toute petite, j'ai fait du théâtre d'ombre. Ça, c'était resté un souvenir assez étonnant. Principalement, évidemment, je suis passée par des classiques, mais c'est vrai que la chose qui m'a le plus marquée, c'était beaucoup plus contemporain. C'était une mise en scène de Pinchna au Théâtre du Campagnol qui s'appelait Vautrin. Et là, vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé, quelque chose. C'est vraiment, j'ai encore les images de la scénographie dans la tête et c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée. La lecture de texte aussi m'a beaucoup toujours accompagnée, m'a portée. En fait, quand je lis un texte que j'adore, c'est les mots résonnent dans ma tête longtemps et m'accompagnent. Et je les retrouve presque dans la vie quotidienne. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très fort. En parallèle avec la sociologie de la culture, donc notre mini-groupe de recherche, en fait, on s'était inscrite, enfin je m'étais inscrite en études théâtrales, dans le département d'études théâtrales, à la fois à Nanterre et à la fois à Censier. Et là, du coup, il y avait des travaux à rendre et il fallait faire des exposés sur des théâtres privés, publics. Et du coup, je me suis intéressée au théâtre Les Déchargeurs et c'est là où j'ai découvert cette vie de compagnie. Et ce qui était super intéressant et hyper excitant dans une vie de compagnie, c'était qu'on pouvait vraiment tout faire. Alors, j'ai débarqué chez eux, on s'est trouvés mutuellement sympas et en fait, je suis restée. J'ai commencé par faire la régie. Quand il fallait faire la vaisselle et faire le bar,
c'est ce que je faisais, la billetterie quand quelqu'un ne pouvait pas la faire. Et c'est tout cet univers en fait qui était très séduisant et qui rattachait vraiment pour moi à ce que pouvait être une vie de troupe, ce qui existait au Campagnol, ce qui existait aussi à la Comédie Française. Enfin ça c'était pour moi vraiment quelque chose qui valait la peine en fait de s'investir dedans. En fait je pense que je n'ai jamais compté les heures et compté le temps parce que entre la licence, la maîtrise, déjà de base, il y avait déjà un certain nombre d'horaires. Je trouvais le moyen de me mettre des horaires encore en plus avec en parallèle les études théâtrales, ce qui était hors cursus en fait. Et en plus, le soir, ensuite, c'était d'aller au théâtre, des chargeurs, et de participer à la vie de la troupe. Donc c'était évidemment sans compter. Évidemment, on n'était pas payé, mais c'était tellement, je sais pas, fantastique que c'était pas important. Et ce qui était très agréable aussi, c'est que même après le spectacle, en fait, on se retrouvait tous ensemble, on jouait aux cartes, on passait encore un moment. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait peu d'heures de sommeil et qu'il y avait un peu plus de panique au moment où il fallait rendre les partiels et les dossiers et les mémoires. Mais en même temps, c'était hyper enrichissant parce que je pense que les discussions qu'on pouvait avoir, en fait, comme ça, au débeauté, faisaient en sorte qu'au moment où je me retrouvais devant ma feuille, j'étais moins devant une page blanche parce que du coup, je pouvais vraiment nourrir ça de l'expérience que j'avais. Ça, je pense que c'est un plus que n'ont pas forcément les étudiants quand ils suivent juste le cursus normal. Donc au final, c'était une sorte de tout, où on est en même temps, on se nourrit, on nourrit les autres et en même temps on se nourrit. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que ayant pas mal d'outils en termes de sociologie, même avec mon BTS finalement que j'ai décrié pendant très longtemps en me disant j'aime pas ça, je me suis retrouvée avec des outils. Et là, finalement, ils ont trouvé un intérêt pour moi et je me suis dit, ah bah oui, finalement, la compta, la gestion, ça a un intérêt. Et du coup, non pas que je me sois mise à aimer la compta, j'aime toujours pas forcément ça, mais ça m'a aidée et du coup, j'ai pu aider la compagnie à se structurer et petit à petit glisser des outils de bilan de recettes, de calcul de la SACD automatique, parce que du coup, c'était quelque chose qui leur paraissait monstrueux. Faire les dossiers de subvention, enfin de renouvellement de subvention, parce qu'à chaque fois ils demandaient. Donc toutes ces choses qui pour moi étaient plus familières, eux étaient plutôt artistes on va dire, et moi j'étais un peu plus entre les deux. Du coup ça m'a permis de leur apporter ces outils-là, de structurer et puis d'accompagner, d'épauler en fait Vicky Messica à la direction de cette structure qui était une association à la base. Et j'ai juste un souvenir qui est assez marrant, parce qu'en fait à l'époque c'était Robert Abirached qui dirigeait le département d'études théâtrales de Nanterre. Et du coup, les cours que j'avais en politique culturelle, et puis notamment sur Molière aussi, c'était avec lui. Et donc, je devais faire ce fameux exposé sur les déchargeurs et sur un autre théâtre dans lequel j'avais fait un stage. Et en fait, moi, j'avais pris juste au pied de la lettre les espèces de bilans d'associations qu'il m'avait donné, où il y avait un bilan avec 3 lignes, dépenses recettes, mais qui ressemblait à rien au final. Et j'avais fait ma présentation, ça c'était avant que je prenne en main en fait tout le côté un peu comptabilité. Et la réponse que m'avait fait Abirached, d'abord j'avais une mauvaise note, j'avais eu que 11 à mon exposé, j'étais un peu furieuse parce que moi j'avais surtout parlé de l'engagement artistique, des projets, etc. Et lui il était vraiment resté sur le côté gestion et budget. Il m'a dit mais de toute manière c'est tous des poètes, ils sont tous des shootés. Il m'avait mis une très sale note parce que pour lui c'était pas du tout dans sa considération, puisque je crois il avait été ou il allait être, je ne sais plus de l'époque, à la direction des théâtres. Donc voilà, c'était assez, cette petite anecdote m'a marquée. Dans la mesure où c'est une petite structure, bien qu'on nous ayons une dizaine de permanents, enfin moins de 10 en règle générale, on a réussi à développer, enfin on a été contraint de développer plus exactement différents pôles, toujours dans le domaine du spectacle vivant, mais qui étaient nécessaires finalement à la survie du lieu, au moment où les subventions se sont arrêtées en 98, donc ça fait 16-17 ans qu'on n'a plus une seule subvention. Et il fallait quand même subvenir aux besoins. Alors quand je parle des besoins, c'est vraiment la notion de média, comment rendre visible, comment communiquer sur notre activité, qui était et qui reste principalement l'accompagnement des premiers pas. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas connus, des gens qui sont en devenir. Alors évidemment, quelqu'un qui a une carrière derrière lui peut d'un seul coup se décider d'être comédien ou de faire sa première mise en scène. C'est quand même assez large la notion de premier pas. Mais n'empêche que dans ce milieu où, par exemple, chaque jour, il y a à peu près 500 spectacles dans Paris et la proche banlieue, comment arriver à exister? Voilà, c'est en essayant de trouver des moyens adaptés. Donc ça a été le développement d'un pôle média qui comprend du graphisme,
des relations presse, des relations publiques et surtout aussi la diffusion des spectacles. Parce que des rapports du ministère et dans la réalité concrètement, ce qui importe le plus aux artistes, c'est de créer. Mais ce qui est nécessaire à la survie de ce métier, c'est vraiment d'exploiter un spectacle, de lui donner au-delà des 3 à 5 représentations qui sont statistiquement la durée de vie d'un spectacle. Donc l'idée, c'est aussi de créer un pôle diffusion qui serait chargé, lui, de diffuser les spectacles au-delà de la création. Donc il y a ce pôle-là et ensuite il y a un pôle de production déléguée. Donc la production déléguée, c'est prendre en charge un projet de A à Z, parce que des gens ont de l'argent peut-être, un projet, une idée de projet, mais pas ni les moyens d'un côté, ou alors pas les réseaux qui leur permettent de le mettre en place. Donc c'est construire tout le spectacle. Donc à chaque fois c'est très créatif, mais ça demande une énergie considérable, ce qui veut dire que on compte encore une fois pas ses heures, qu'on peut se lever à 7h du matin et se coucher à 2h du matin. Ça c'est dans le meilleur des cas. Non allez, j'exagère, 7h du matin, 1h du matin, c'est le meilleur des cas. Il y a eu des périodes où c'était pire parce que, par exemple, un souvenir aussi que j'ai qui a été aussi intense, parce qu'en lien avec l'histoire de mon parcours, parce qu'en fait c'était au moment où Muriel Mayette est arrivée à la tête de la Comédie Française, ils ont décidé de refaire l'identité visuelle de la Comédie Française, et donc il y a eu comment dirais-je, une offre de marché, un appel d'offres, voilà. Et dans cet appel d'offres, en fait, nous, on a fait une proposition qui a été retenue. Et donc, ça a été de constituer, de refaire, de repenser l'unité aussi des 3 salles. Et donc ça, par exemple, c'est un exemple de graphisme qui n'est pas juste du graphisme comme n'importe quelle autre agence de communication. La nôtre, elle est vraiment spécialisée dans le spectacle vivant, parce qu'elle va prendre en compte tous les paramètres qui vont être ceux du spectacle, de l'attente des spectateurs. Enfin, il y a vraiment aussi, là, on peut retrouver les outils que moi j'ai pu acquérir tout au long de mon parcours, la sociologie, le marketing, pour arriver à cette espèce de synthèse qui va donner la capacité de créer quelque chose qui soit spécifique au spectacle vivant. Ça, c'était une période où c'était de 7h du matin jusqu'à 5h du matin, et qu'à ce moment-là, je devais dormir 2 heures. Et à ce moment-là aussi, je jouais une pièce, donc c'était aussi compliqué. Et ça fait partie aussi des choses que moi, en tout cas, j'aime faire et j'aime dans ce métier, c'est d'avoir une espèce de pluridisciplinarité. On va dire que parfois, je me sens un peu le couteau suisse du théâtre Les Déchargeurs, à savoir que jouer, pour moi, c'est une espèce de bouffée d'air. Mettre en scène aussi, c'est quelque chose qui est vraiment du domaine de l'artistique, où là, j'ai le sentiment de pouvoir m'exprimer. C'est peut-être un peu fort parce que j'ai pas cette prétention, mais en tout cas, faire quelque chose qui, moi, me nourrit. Tout le reste du temps, j'ai l'impression que je le consacre aux autres, aux compagnies qu'on accueille, à essayer de parfois les accompagner, leur donner un regard extérieur, dans la mesure où ce sont des premiers pas. Parfois, ils sont assez maladroits, ou il y a des choses qui sont évidentes pour moi qui ne le sont pas pour eux. Donc ça va être d'avoir une écoute, un regard, et de les accompagner pour essayer d'améliorer et les aider à avancer. Et du coup, on va dire qu'à peu près tous les 5 ans, je peux me permettre de faire quelque chose pour moi, mais ça devient vital en fait. C'est quelque chose où j'ai vraiment besoin d'avoir cette respiration pour après ensuite pouvoir me consacrer à d'autres choses. Quand on fait la programmation, en général, la programmation, alors c'est vrai que c'est différent quand on est dans une salle comme la nôtre, on n'a pas de subvention. Forcément, on a un objectif, c'est de faire en sorte d'avoir des spectacles qui fonctionnent un minimum. Alors souvent, ce dont j'ai l'impression, c'est que je ne dois pas programmer ce que j'aime absolument moi, ce qui est vraiment mon fond de commerce à moi, les auteurs que j'aime et les projets que j'aime, mais que je dois me mettre à la place des spectateurs et me dire voilà, d'arriver à proposer quelque chose d'assez éclectique où chacun puisse trouver son compte. Alors, évidemment, on ne va pas être sur du stand-up, du one-man, ce qui est un peu ce qui fait recette en ce moment, mais ça va. À chaque fois que je fais ma programmation, j'ai quand même, je crois que ça, jamais rien pourra l'empêcher, c'est toujours la préoccupation de poser des questions, de soulever des questions, parce que pour moi, le théâtre, ça ne doit pas être une fin en soi, ça ne doit pas être juste montrer son ego et être sur une scène, et ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est de faire en sorte qu'on puisse, grâce au théâtre, penser différemment quand on en sort. Que ce soit peut-être une petite graine qu'on sème, même s'il n'y a qu'un seul spectateur qui est touché, pour qui les choses vont changer. Je crois qu'on a gagné notre vie dans ce sens-là.
Alors après, évidemment, c'est pas juste gagner sa vie au sens philosophique, on va dire, mais concrètement, il faut que l'argent rentre. Donc après, c'est d'arriver à faire un mix entre des projets qui sont plus porteurs parce que la compagnie aura plus de réseau, que c'est quelque chose qui va être beaucoup plus large en tant que proposition. Mais encore faut-il arriver à activer les bons leviers en termes de presse. Ça ne va pas intéresser les mêmes supports, etc., etc. Donc tout ça, il faut arriver à faire un peu un patchwork, je dirais, de ces différentes choses, de ces différents projets. Dans les faits, on a un théâtre privé, bien qu'on ne fasse pas partie du fonds de soutien, parce que c'est encore un autre aspect de l'univers du théâtre, on va dire un peu plus politique. Dans notre tête, je crois, dans notre éthique, on a la démarche du théâtre public, sauf qu'on n'a pas les fonds. Donc pendant un temps, j'avais un peu d'argent de côté, donc je l'ai utilisé. Maintenant, j'en ai plus, donc on est toujours hors cadre. En fait, c'est un peu un travail d'équilibriste. On est sur un fil et on ne sait pas de quoi sera fait demain. Ça, en revanche, c'est très problématique et c'est plutôt angoissant. Et je pense que ça nous freine souvent. Enfin, on essaie de faire en sorte que ça ne nous freine pas, mais la réalité, elle est là. C'est d'être un entrepreneur. On se retrouve dans la peau d'un entrepreneur, même si, de façon concrète, je me sens plus du domaine artistique que du domaine de l'entrepreneur, mais par la force des choses, je le suis. Donc, c'est de se dire, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Ça freine forcément dans la créativité à un moment donné. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Je pense que ça ne peut que renforcer la démarche du théâtre public, à dire de soulager le créateur de tous ces problèmes-là, évidemment de tous les problèmes financiers, pour qu'il puisse se consacrer qu'à l'artistique. Nous, on est vraiment dans le cas, on fait toujours le grand écart en disant ça, on ne peut pas. Après, il est évident qu'il y a ce que je peux retenir, c'est vraiment, il y a plusieurs fois on a eu envie d'abandonner. On s'est dit, mais on n'y arrive pas. Ça sert à rien de batailler pour rien, parce qu'au final, oui, c'est chouette, on a des super projets, on arrive à avoir une reconnaissance, évidemment, par les spectacles qu'on choisit, qu'on accompagne, qu'on porte. Il y en a 2 récemment qui ont eu un Molière, Un obus dans le cœur, et puis Faire danser les alligators sur la flûte de Pan, qui sont des spectacles magnifiques et qui ont eu la reconnaissance du milieu, de leur père en tout cas. Et je pense que sans le travail de Ludovic, qui est donc mon collaborateur et associé, Ludovic Michel, ça ne serait pas là, ces projets-là n'auraient jamais eu cette visibilité-là. Mais il y a des fois où, évidemment, c'est trop, on a l'impression que rien n'avance, que c'est impossible, et on a envie de renoncer. Et ce qui est amusant, c'est vraiment qu'à chaque fois qu'on va renoncer, il y a toujours un projet, un truc qui fait que mais non, mais on ne peut pas passer à côté de ce projet, on peut pas, il faut faire encore, et hop, on repart pour une nouvelle aventure. C'est trop restreint de dire ça, mais c'est pour un nouveau moment. On va se battre, on va faire tout ce qu'on peut pour arriver à maintenir à flot ce paquebot, entre guillemets, même si c'est un petit paquebot, pour que les projets puissent exister. Alors, je ne sais pas jusqu'à quand on pourra le faire, mais en tout cas, à chaque fois, pour l'instant qu'on était vraiment au moment où on allait renoncer, il y a toujours eu le petit miracle qui a fait que c'était pas possible. Finalement, ce dont je me rends compte depuis un moment maintenant, c'est que parfois je me retrouve confrontée à l'absence de moyens pour essayer de faire avancer cet endroit. J'aimerais pouvoir faire des travaux, j'aimerais pouvoir améliorer l'expérience du spectateur. Et c'est déjà quelque chose dont j'avais toujours conscience, dont j'ai toujours eu conscience, mais qui a été réactivé par la rencontre avec une école qui est la D-School. C'est une branche de l'école des ponts et chaussées. On a eu trois charmants stagiaires qui ont travaillé sur les déchargeurs et notamment sur la notion d'expérience du spectateur, qui était d'en faire un processus complet qui part non seulement de... c'est pas juste le fait d'être là, d'assister à un bon spectacle, parce que ça c'est bien, mais encore faut-il que les gens sachent qu'il y a de bons spectacles, et donc voilà. Ça part du processus bien en amont de la réservation, ne serait-ce que sur Internet ou par téléphone du spectateur, l'acheminement du spectateur jusqu'au lieu, et ensuite quand il est dans le lieu, c'est pas juste attendre bêtement, mais pouvoir avoir un accueil qui soit... intéressant, qui puisse continuer, prolonger en fait la réflexion que nous on essaie d'avoir en faisant une programmation. Il y a des questions qu'on pose, il y a une thématique qu'on essaie de mettre en place chaque saison, et tous les spectacles ont forcément un rapport, alors parfois plus ou moins lointain avec cette thématique,
La saison dernière, c'était éveiller les consciences. Et cette saison qui arrive, ça va être qui suis-je ? Qui on est, comment on arrive à se trouver, comment on arrive à se situer dans cet univers, que ce soit qui est multimédia, avec toutes les propositions qui nous disent, voilà, essayez de savoir qui vous êtes, comment se définir par rapport à la politique, par rapport à la société de consommation dans laquelle on est. Et avec les spectacles de cette année, ce que j'aimerais faire, c'est qu'on arrive à avoir des pistes, ouvrir les pistes de réflexion le plus largement possible. Et tout ça, sans argent, c'est compliqué parce que je voudrais peut-être pousser les murs du théâtre, avoir une plus grande salle, peut-être aussi après, à ce moment-là, ça devient une question de rentabilité parce que 80 places, c'est sûr, c'est pas rentable, à part si on fait un seul en scène. Mais le théâtre, ça ne doit pas être forcément que du seul en scène. Le seul en scène doit avoir sa place parce que c'est un rapport privilégié au spectateur où on a un comédien qui porte un texte et qui est vraiment dans le partage le plus proche possible du spectateur. Ça me paraît intéressant, mais c'est pas que ça le théâtre. C'est aussi des aventures avec plus de comédiens. Il y a des textes où il se passe beaucoup de choses, où il y a une scénographie qui peut être plus conséquente, où là on est un petit peu restreint. Donc effectivement, on arrive à le faire, à monter des projets de plus grande ampleur avec des collaborations avec d'autres théâtres qu'on a mises en place tout au long de ces 10-15 dernières années. Donc on arrive à faire les projets artistiquement, on va dire qu'on arrive à peu près à monter les projets qui nous tiennent à cœur. Mais c'est vrai qu'on est toujours en train de s'épuiser à trouver les moyens de le faire. Alors, il y a parfois un certain intérêt puisqu'il finalement il voit quand même le jour, mais voilà, ce serait peut-être plus fructueux si on arrivait aussi à ne pas avoir toujours ces soucis. Maintenant, pour ce qui est de la vie personnelle, c'est un peu plus complexe parce que ça prend du temps. Tout ce que j'ai décrit là, c'est des horaires assez larges, une amplitude de travail assez grande. Donc au milieu de tout ça, arriver à caser les enfants, l'école, les activités, etc. Bon, alors l'avantage c'est qu'on a des enfants assez cool, parce que du coup ils savent qu'on aime ce métier et bon, parfois ils sont un peu aussi, ils ragent un peu parce que du coup ils se disent oui je veux pas faire ce métier parce que du coup ça prend tout le temps et au final pour pas grand chose. Pour eux, pour pas grand-chose en tout cas, dans leur préoccupation actuelle, qui est de pouvoir profiter un peu de la vie, parce qu'ils sont vraiment dans cet âge-là où ils découvrent un peu la vie aussi. Et c'est jongler en fait, ça veut dire qu'on se met quand même un peu de côté. On n'a pas vraiment d'existence personnelle. C'est pour ça que quand je parlais de création, de monter un spectacle, de jouer, de mettre en scène, ça c'est ce qui va créer l'équilibre. Je pense que sinon je pourrais pas. Parce qu'entre les enfants, le boulot, être toujours disponible pour les uns les autres, c'est complexe. Ça... Et alors comment je tiens ? Je bois du thé, mais du thé sans théine. Mais pas de café. Ça, voilà, c'est essayer d'avoir une hygiène de vie assez sobre, on va dire. Alors oui, c'est un peu compliqué parce que j'ai remarqué aussi que dans ce métier, ce qui comptait aussi pas mal, c'était les relations publiques. Difficile à gérer parfois, d'aller à des pots sans se laisser aller. Mais c'est aussi une chose à laquelle je pense, c'est que quand on fait un recrutement, par exemple pour quelqu'un qui va s'occuper de l'accueil, c'est une notion super importante de se dire, nous on est là pour l'accueil des spectateurs, parce qu'en fait nous on est là pour que les spectateurs passent une bonne journée, une bonne soirée, un bon moment. Et que souvent c'est grisant de se laisser aller à discuter, à boire un verre avec les uns les autres, parler du spectacle, refaire le monde. Ok, mais toutes les personnes qui bossent au déchargeur, en tout cas moi c'est ce que je leur demande et c'est ce que je leur dis, il ne faut surtout pas oublier que quand vous êtes là, que vous acceptez ce job, c'est vraiment pour être au service et de l'accueil du spectateur. Et du coup, je trouve que dans ce métier, c'est difficile de ne pas se retrouver embringué dans une espèce d'euphorie que je vais qualifier de relation publique, parce que c'est hyper important de pouvoir discuter avec les uns les autres qu'on va accueillir, les professionnels, aussi bien que les spectateurs, parce qu'ils ont toujours envie de discuter, parce que justement, si on garde l'idée que le théâtre, c'est juste un prétexte à une rencontre humaine, à une démarche humaine, il faut conserver ça, mais sans se laisser griser par ce... C'est pas nous qui devons nous sentir bien, on doit faire en sorte que le spectateur se sente bien. 25 ans, ça fait pas mal de temps. Il y a 25 ans, j'ai l'impression que c'était pas fondamentalement différent. Si on prend l'exemple du Festival d'Avignon, sur lequel j'ai travaillé quand j'avais 20 ans, et au jour d'aujourd'hui, en Avignon 2015, cette année, j'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup de choses qui aient changé. Les choses fondamentales pour moi, elles n'ont pas changé. Il y a toujours une foultitude de propositions artistiques avec des gens qui sont
toujours passionnés, puisque s'ils sont là déjà, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui les anime, parce que c'est extrêmement compliqué Avignon. C'était déjà compliqué 20 ans après l'origine du festival, puisque en 1990, c'était les 20 ans du Festival d'Avignon, il me semble. C'était déjà complexe d'arriver à trouver un lieu, d'arriver à héberger une compagnie. Ça, au jour d'aujourd'hui, c'est toujours pareil. La seule chose qui a changé, c'est l'inflation, on va dire. Les coûts qui ont été multipliés encore plus. Quand on prend Avignon hors saison, y a le coût de la vie est par exemple à X, et en fait il est à X plus 5 au mois de juillet. Donc déjà, ne serait-ce que ça, c'est compliqué à gérer pour une compagnie. Mais c'était déjà comme ça il y a 20 ans, il y a 30 ans, et ça l'est toujours au jour d'aujourd'hui. La complexité, c'est qu'il y a moins d'argent des pouvoirs publics, donc moins de subventions. Beaucoup de compagnies que j'ai rencontrées cette année ont eu des coupes dans les subventions, donc forcément, il y a une différence. Elle est financière. C'est beaucoup plus compliqué de le faire, beaucoup plus compliqué d'aller au bout de son projet. Sur la proposition, je trouve que tout le monde est toujours aussi passionné, et ça n'a pas changé. Les spectateurs, complexité aussi, ils sont toujours pareils. Ceux qui viennent, c'est toujours des amoureux de théâtre qui ont envie de se faire une orgie de théâtre, parce que ça, le principe du Festival d'Avignon, il est génial. Parce qu'on de 9h du matin à minuit, on peut trouver un spectacle à voir. Alors après, évidemment, il faut arriver à s'en sortir sur le plan de la qualité, parce qu'il y a aussi il y a tout et n'importe quoi. Enfin, quelque chose de magnifique et de magique comme son contraire. Et pour les compagnies, ce qui est plus dur, c'est que les spectateurs, faute de moyens, restent moins longtemps. Donc le principe de base du Festival d'Avignon, c'était le bouche à oreille. Un spectacle qui démarrait bien sur les premiers jours, il pouvait faire le plein jusqu'au bout sans qu'il ait vraiment grand-chose d'autre à faire. Au jour d'aujourd'hui, comme les spectateurs restent 3-4 jours, ceux qui s'en vont n'ont plus le temps de communiquer aux nouveaux arrivants le bon spectacle à voir. Donc ça, c'est plus difficile aussi pour les compagnies. C'est des paramètres supplémentaires à prendre en compte. Mais ça, c'était déjà un peu la foire d'empoigne, je pense que ça l'est toujours, selon mon expérience, aussi bien de sociologue que de directrice de théâtre, en fait. Ça, je pense que les deux se recoupent, enfin, mon point de vue, et c'est plus difficile, mais ça reste la même chose quand même. Concernant la fréquentation du public parisien, on va dire, puisqu'on se rapprochait donc des chargeurs, le sentiment que j'ai depuis 25 ans, c'est qu'effectivement ça a évolué, que le multimédia a fait pas mal de dégâts dans la fréquentation du public, dans le sens où effectivement on n'a plus à sortir de chez nous, pardon, pour voir quelque chose, en tout cas pour recevoir du divertissement, entre Internet, l'ordinateur, les web télé, etc. Mais je pense que quand même, par rapport au spectacle, au théâtre que je défends par l'intermédiaire des déchargeurs, il y a toujours un public qui sera toujours là, je pense. Il n'est malheureusement pas exponentiel, mais il y a toujours des gens, une certaine frange, un certain nombre de personnes qui ont envie de pas s'endormir et de rester éveillés grâce au théâtre. Il faut aller le chercher, effectivement, parce qu'on a vraiment le sentiment qu'il y a des niches en fonction de certains auteurs. Il faut aller chercher en fonction de certains sujets, certaines thématiques. C'est un peu le challenge actuel, parce que c'est vrai que quand on a des spectacles qui font le plein au Stade de France, par exemple, où là c'est vraiment du divertissement, où une fois qu'on est sorti, on a peut-être rigolé, je pense qu'on rigole, sinon on n'irait pas, mais personnellement je n'y vais pas, mais voilà, je n'ai rien contre les gens qui y vont. Mais en revanche, je suis sûre que quand ils ressortent, ils ne se rappellent pas, parce que moi il m'est arrivé de voir du stand-up, c'est momentané. Une fois que je suis sortie, je ne sais même pas ce que la personne m'a raconté, je ne m'en rappelle pas, ça ne m'a pas marqué. Pour moi, ce qui compte, c'est que le théâtre puisse laisser une graine, comme j'ai déjà dit, mais ce public-là, je ne pense pas que c'est le public des déchargeurs, je ne pense pas que c'est le public qui va vouloir s'interroger. Une fois qu'il est sorti, il passe à autre chose, il continue sa vie et il avance. C'est pas pour celui-ci que je travaille, en fait, tant pis. Je peux pas, c'est impossible de vouloir tout couvrir. Mais je me dis que je reste en accord avec moi-même, avec ce que je suis, et du coup, je vais dans le théâtre que j'aime. Alors, je fais parfois quelques concessions sur la programmation pour essayer de... c'est pas vraiment des concessions, cela dit, c'est vraiment ouvrir, ne pas forcément considérer que le spectateur il va aimer ce que j'aime moi uniquement. Je reste, je pense, assez ouverte sur d'autres propositions que celles que j'aime quand même, heureusement.